Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sens Public. Comme tous les soirs, je vous propose 90 minutes de débat et de reportage pour prendre du recul sur l'actualité, pour comprendre, chercher à comprendre les mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 16 mai. Emmanuel Macron promet 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Mais où trouvera-t-il les financements sans creuser encore un peu plus le déficit? Pourquoi une telle frénésie d'annonces, de déplacements, d'interviews médiatiques? On analyse la stratégie présidentielle et le réalisme de ces promesses économiques dans un instant. Et puis pour notre débat de société, cette question: pourquoi les Français boudent-ils la viande? La consommation baisse régulièrement depuis 3 ans. C'est une bonne nouvelle pour la planète, mais la vraie raison de cette désaffection, c'est le prix. Les gens achètent beaucoup moins de viande, achètent moins de poissons, achètent beaucoup moins de produits qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont chers. Et donc, on a constaté qu'un quart des Français avaient réduit tout simplement leur consommation alimentaire depuis le début de l'année. Comment réduire notre consommation de viande sans faire disparaître les éleveurs et leurs prairies qui façonnent le paysage français depuis des siècles? Le défi est à la hauteur des enjeux médiatiques. On le relève avec nos invités dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, Emmanuel Macron au contact des Français. Retour sur ses déplacements censés nous permettre de passer à autre chose, Samia Dechir. Ouvrir d'autres fronts pour tourner la page de la réforme des retraites. Depuis la validation de la loi par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron multiplie les annonces et les déplacements de terrain. Fin avril, il ouvre le bal à la Conférence nationale du handicap et sort le carnet de chèques pour améliorer l'accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap. Une vieille promesse non tenue. L'État va consacrer 1,5 milliard d'euros. C'est une ligne budgétaire lourde qui doit être suivie d'effets. Début mai, direction la Charente-Maritime. Son ministre de l'Éducation nationale est sur place, mais c'est Emmanuel Macron qui vient annoncer en personne débloquer 1 milliard d'euros par an pour réformer le lycée professionnel. C'est pas simplement une réforme dont je suis venu parler aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons depuis maintenant 1 an avec les ministres. Je dirais que pour moi, c'est une cause nationale. Après l'éducation, l'industrie. Quelques jours plus tard, le chef de l'État est à Dunkerque. Là encore, pas de ministre au micro. C'est lui qui vient annoncer l'implantation prochaine d'une usine de batteries électriques avec 3000 emplois à la clé. 5 milliards 200 millions d'euros d'investissement. Hier, le sommet Choose France, marqué par un record de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers. Aujourd'hui, la visite de l'Institut Curie sur la recherche biomédicale. Le rythme ne faiblit pas. Omniprésent sur le terrain, Emmanuel Macron reste en mouvement pour contrer l'image d'un pays paralysé par sa réforme des retraites. Et pour décortiquer cette stratégie présidentielle, j'accueille Mathieu Souquier. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes consultant essayiste spécialisé en sciences politiques. Stéphanie Villers, bonsoir. Bienvenue vous aussi, conseillère économique chez PwC France. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de ce livre Élysée contre Matignon, le couple infernal, publié chez Talendier. J'accueille également Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Spécialiste en communication politique, éditorialiste pour Sens Public. On va parler de l'annonce principale du jour, enfin d'hier soir, les 2 milliards pour les classes moyennes, un peu plus tard. Donc je vous demandais dans vos premières interventions de ne pas trop y faire référence, voire pas du tout, ce serait idéal. Mathieu Souquier, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'interview d'hier soir? Pas du tout les 2 milliards, du coup. Bon, ça tombe bien. Mais pas du tout les 2 milliards. Oui. Non, d'abord, je note qu'il y a un changement radical de stratégie, en tout cas en matière de communication. Il y avait une parole rare chez Emmanuel Macron, ça faisait des mois et des mois que c'était comme ça. Et là, en quelques semaines, il parle comme rarement on a entendu un président parler. Même à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui était sur le terrain tous les jours, qui déclenchait une nouvelle actu tous les jours, qui comment rythmait l'agenda politique tout seul. Là, pour le coup, il y a un nombre de prises de parole démultipliées assez étourdissant. Avec un risque. Un 13h, un 20h, des interviews à la presse écrite, des interviews à la presse étrangère, des interviews fleuves, des visites de terrain qui donnent lieu à chaque fois à 1 son, 2 sons, 3 sons, 5 sons. On a l'impression qu'ils s'arrêtent tous les 20 mètres pour dire quelque chose de différent de ce qu'il disait juste avant. Donc forcément, quand on parle beaucoup, c'est éventuellement qu'on a plein de choses à dire. Je ne sais pas s'il a plein de choses à dire, mais je crains en tout cas pour lui qu'on ne retienne pas grand-chose. Jean Garrigue, je reste avec vous sur peut-être le coup d'œil dans le rétroviseur. Le parallèle quand même avec Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Oui, on peut dire le président jupitérien est devenu hyper-président, c'est un peu ça. Cela dit, l'hyper-présidence, c'est-à-dire le fait d'être quand même omniprésent sur le terrain
à part au moment de la crise des retraites, ça a plutôt été aussi une de ses manies depuis qu'il est arrivé. Il a été peu de temps jupitérien et puis très vite. Et la séance qu'on vit aujourd'hui, me semble-t-il, ressemble un tout petit peu quand même à celle de sortie des Gilets jaunes. Il y a aussi besoin d'être là en permanence, de montrer qu'on a de la proximité, de l'empathie éventuellement, et qu'on a des choses à dire, parce qu'on sort on essaie de sortir d'une crise. Mais moi, je trouve que les visites de terrain, quand il est au contact des Français, alors il y a les casserolades, comment il les évite, il y a le fait de trouver toujours une étape un peu surprise pour éviter les casserolades. Je pense qu'en termes de communication, c'est plus efficace que l'interview dans un 20h un peu solennel, un peu traditionnel. Je le pense aussi, mais je trouve quand même... alors, je sais qu'il y a beaucoup de Macron-bashing, etc., et qu'il il en est largement responsable. J'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu amélioré en termes de style. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus authentique, j'allais dire, dans son discours. Et quand il se retrouve alors sur le terrain, là, finalement, il est à l'aise, parce que et il y a des choses à dire, parce que c'est du concret, c'est du vrai, c'est du... Maintenant, est-ce que ça convainc les Français? Est-ce que le gap, le déficit, pour pas employer un mot anglais, le déficit de crédibilité va être comblé de cette manière? J'ai beaucoup de doutes parce que historiquement, on voit bien que c'est très difficile. Ouais. Une fois que la défiance est installée, c'est très compliqué d'y revenir. Alors évidemment, quand il y a autant de prises de parole, autant de messages différents à transmettre, le risque, c'est que les Français, que nous aussi, observateurs, on s'y noie un petit peu. Stéphanie Villers, moi... Il y a un message que je pense important cette semaine, c'est celui de l'attractivité française. Est-ce qu'elle est réelle? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette attractivité? Quand Emmanuel Macron reçoit des patrons internationaux qui annoncent comme ça des milliards et des milliards d'investissements, ou là, ce matin, quand il est à l'Institut Curie, où il veut mettre en avant l'excellence de la recherche française, elle est réelle, cette attractivité? Oui, on voit que effectivement les IDE, donc les investissements directs qui proviennent de l'étranger, en fait, restent toujours à des niveaux très élevés, de plus en plus élevés. Donc on bénéficie quand même d'une très bonne image vis-à-vis de l'extérieur, du reste du monde, qui a été quand même un peu restaurée par Emmanuel Macron. Et on le voit bien à travers Choose France, où véritablement les entrepreneurs, les entreprises étrangères se sont déplacées. Et on a même eu Elon Musk, c'est quand même une première. Et ça montre bien en fait que la France arrive toujours à attirer. N'empêche qu'au niveau international, on sait qu'il y a quand même une agence de notation qui nous a dégradé notre notation avec Fitch, qui a adressé un message à l'ensemble de la communauté internationale pour dire attention quand même, les Français manquent de rigueur et le fait que la population n'accepte pas la réforme des retraites, eh bien ça peut amener le gouvernement à faire davantage de dépenses pour essayer d'apaiser les tensions sociales, et ça veut dire des déficits supplémentaires. Donc en fait, les étrangers veulent voir le verre à moitié plein jusqu'à présent. Il n'empêche qu'il y a quand même des signaux qui ont été adressés et tout n'est pas si rose que ça. Comme si l'agence Fitch anticipait sur les bilatérales qui se déroulent en ce moment, en cette fin d'après-midi à Matignon, entre la Première ministre et les premiers syndicats. Et on fera un débat d'ailleurs demain soir dans cette émission. Juste un petit bémol sur l'attractivité, on voit quand même que les projets qu'on accueille, ils ont moins d'emplois, ils créent moins d'emplois que nos voisins européens. Donc ça, c'est aussi un signal. Voilà, on est très attractif, le plus attractif, je crois, parmi les pays européens. Mais je trouve aussi que c'est un message majeur qu'il aurait pu mettre en scène. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ouais. C'est quelque chose qui marque les esprits parce qu'après la crise Covid, avec l'Ukraine, on a en tête, je pense, dans la majorité des Français et des Françaises, en tête, cette idée qu'il faut réindustrialiser la France, que ça a été une grosse bêtise pendant ces 30 ou 40 années d'avoir laissé ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce message, il a été un peu noyé parmi tous les différents messages qu'il nous a donnés, et il aurait pu centrer là-dessus encore plus fort que hier au moment de Choose France et la semaine dernière où c'était vraiment une séquence industrie. Mais moi, j'ai l'impression quand même que tous ces messages sont donnés aussi pour dire, pas forcément pour marquer les esprits pour chaque thématique, mais pour dire en gros, je continue à avancer. Le Parlement me bloque, les syndicats me bloquent, mais quoi qu'il arrive, je continue à avancer. La France a besoin de progrès, de réformes, et on continue dans ce sens-là. Il me semble que c'est quand même un peu ce qui se trame. Oui, effectivement. Alors après, est-ce que ça infuse, est-ce que ça percole dans l'opinion? Voilà, c'est son souhait. Est-ce que l'objectif est atteint? Ça, c'est encore une question ouverte. On va évidemment
évidemment consacrer un chapitre entier de ce débat à cette promesse de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Mais d'abord, je voudrais quand même vous entendre sur l'une des informations qu'on a apprises aujourd'hui, l'agression dont a été victime le petit-neveu d'Emmanuel Macron, des manifestants qui participaient à une casserolade, l'ont roué de coups. Alors c'est à la sortie, il possède une chocolaterie à Amiens. 8 personnes ont été placées en garde à vue. Ça s'est passé juste après l'allocution présidentielle. Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Est-ce qu'il faut en tirer... Enfin, Mathieu Sugar, que dit moi j'emploie le terme de lynchage, que dit ce lynchage de l'état de notre pays, d'après vous ? On franchit même là une petite étape, et je parle sous le contrôle de l'historien. Il y a effectivement une montée des violences verbales, des menaces et des violences physiques à l'encontre des élus. Y compris des élus locaux qui sont normalement les plus populaires, ceux qui gardent une cote de confiance. Voilà. Ça, effectivement, ça monte et c'est une tendance récente. Et ça traduit le fait que l'attachement à la démocratie s'effrite et que le rejet du système se mue bien souvent en détestation de ceux qui l'incarnent. Voilà. Il y a le rejet du système. Là, on est quand même dans la bêtise absolue, parce que c'est le petit neveu qui a... on va jusqu'où dans le cercle macronien, quoi. Les menaces et les agressions, elles portaient sur les élus eux-mêmes, sur le personnel politique soi-même. Là, on est sur un membre de la famille. Je dirais pas un membre de la famille proche. Alors, c'est pas le premier cercle non plus. Donc, on franchit effectivement un cap. Alors, ça dit quand même quelque chose. Il y a un rejet de la réforme des retraites qui, là aussi, se mue en un rejet du pouvoir, d'une façon de gouverner et donc de celui qui gouverne. Et il y a quand même, avec Emmanuel Macron, un niveau de détestation, comme on l'a rarement observé s'agissant du premier personnage de l'État. Jean Garry, votre analyse d'historien sur ce qui vient de se passer ? C'est que la pulsion régicide, elle s'est au sens figuré des choses, mais vous voyez, cette pulsion régicide ressurgit dans des périodes de crise profonde comme celle-là, et que, effectivement, comme le dit Mathieu, le divorce avec les institutions se mue en un rejet de ceux qui l'incarnent. Et ce rejet est particulièrement fort par rapport à Emmanuel Macron, le style Macron, la manière dont il a incarné la présidence. On l'a vu d'ailleurs se détériorer, et ça n'a pas commencé avec le deuxième quinquennat, en réalité, ça fait longtemps. Et cette crise des retraites a fait exploser cette espèce de rejet d'incarnation qui en dit long, j'allais dire malheureusement, sur le fonctionnement de nos institutions, sur l'idée que les gens se font d'une sorte de monarchie républicaine omnipotente, ce qui n'est pas le cas en réalité. C'est-à-dire que, au fond, Macron n'est pas responsable de tous nos maux, mais tout ça remonte vers lui. Alors, je veux bien entendre ça, mais il y a aussi une part, pardon de vous interrompre, il y a aussi une part de responsabilité d'autres personnalités politiques qui, alors pour certaines, qui ont rappelé, on a déjà coupé la tête d'un roi en France, etc. Vous avez totalement raison. C'est pas neutre quand on est un homme ou une femme politique, quand on tient de tels propos. Mais quand vous avez eu ce député, je crois que c'était de la France Insoumise, qui avait la tête, le ballon, la tête de Macron qu'il écrasait de son pied. Enfin, tous ces symboles-là, si vous voulez, infusent dans la tête des gens. Et même, j'allais dire, la violence à laquelle qui est verbale en général, à laquelle on assiste à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ça libère aussi des pulsions chez les citoyens. Donc, on est dans une période de crise, les gens ont peur, les gens sont mal, etc. La société est fracturée. Mais si en plus, vous avez des politiques qui vous exonèrent de cette responsabilité. Et puis avec un effet boomerang, parce que ce sont les politiques, vous le disiez vous-même, et des élus de terrain qui finissent par en être les victimes. Attention quand même, la radicalité des discours, la radicalité des discours, elle n'est pas nouvelle. Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, lors de la présidentielle de 2012, était précisément dans une sémantique politique encore plus agressive qu'aujourd'hui. Je note qu'il y a quand même quelque chose de spécifique avec Emmanuel Macron, que je n'accable pas, mais le côté premier de la classe, ça fascine et ça agace beaucoup, et ça peut susciter de l'estime ou de l'admiration, mais ensuite ça peut aussi susciter une forme de détestation. Je reboucle avec l'interview d'hier soir, où Gilles Boulot précisément pointait en fait la critique, le reproche sur le mépris, que le président de la République a balayé d'une main en disant le mépris c'est pas moi, le mépris c'est les autres, comme l'enfer c'est toujours les autres, mais précisément il y a quand même dans l'opinion une conviction de plus en plus ancrée que ce pouvoir très vertical, il n'est pas seulement descendant, il est condescendant, il est méprisant. Et en plus il est sourd dans la séquence. J'ai l'impression qu'il y a aussi
moi je pense que la parole, en effet, des politiques compte quand même. Je pense que ça peut compter. Et surtout, c'est une gauche qui ne peut pas prendre le relais de cette complainte ou de cette opposition qui se passe. C'est les syndicats qui actuellement reprennent toute cette opposition. Il n'y a pas de débouché politique. Et quelque part, je pense que c'est aussi cette espèce de sans-issue, de voie sans issue que les citoyens ressentent, comme si leurs idées, qui ne sont pas les mêmes qu'Emmanuel Macron, toute cette politique pro-libérale dont ils ne veulent pas, personne ne porte un projet opposé, en tout cas crédible, qui repose avec des paroles un peu sensées, des projets alternatifs un peu sensés, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, ni à l'extrême gauche et ni même à l'extrême droite. Allez, je reviens au fond du discours présidentiel d'hier et donc cette annonce principale, 2 milliards de baisse d'impôts. Quentin Calmet, vous pouvez nous rejoindre. Que sait-on? Dites-nous tout sur cette annonce présidentielle. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Effectivement, regardons précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron hier aux 20h de TF1. Déjà, il parle d'une trajectoire budgétaire jusqu'en 2027 où il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Et en fait, il demande à ce que ces 2 milliards, eh bien, le gouvernement fasse des propositions pour qu'il se concentre sur les classes moyennes. Alors, hier soir, il a aussi sous-entendu que ça ne passerait pas forcément par l'impôt sur le revenu, mais plutôt par une baisse de cotisation. Écoutez Emmanuel Macron. J'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes. Vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Il faut qu'eux, on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces Françaises et ces Français. Il y a quelques jours, c'était dans le journal L'Opinion, il évoquait le fait de faire profiter de ces baisses d'impôts, je cite, ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre avec des revenus. Il cite entre 1 500 et 2 500 euros. Alors on regarde ensemble les réactions politiques, notamment celles des sénateurs. Voilà, on a interrogé le président de la Commission des finances au Sénat ainsi que le rapporteur général du budget et ils sont pour le moins dubitatifs, Thomas. Déjà, il rappelle que le gouvernement n'a toujours pas fait voter la trajectoire budgétaire des prochaines années au Parlement, bien qu'elle a été envoyée à la Commission européenne à Bruxelles. Quant aux annonces sur les 2 milliards, eh bien écoutez le socialiste Claude Raynal qui a plutôt minimisé l'annonce d'hier. Écoutez. On voit bien que pour l'instant, c'est une annonce pour sortir en fait du débat sur la retraite, essayer de sortir en faisant un peu rêver sur quelque chose d'assez faible. Je rappelle que la taxe d'habitation, c'était 25 milliards rendus aux Français. Là, on parle de 2 milliards. Voilà, tout ça reste très modeste et en fait est plutôt un effet d'annonce politique que réellement quelque chose de solide et concret. À droite, on note que cette annonce va à rebours de ce que recommande le gouverneur de la Banque de France ou encore le Haut Conseil des finances publiques, des personnalités qui ont été reçues au Sénat il y a peu de temps. Par exemple, Villeroy de Galhau, à la Banque de France, il avertissait, et d'ailleurs il l'a redit à la presse il y a 2 jours, on ne peut pas en même temps dire qu'on va réduire l'endettement et promettre de nouvelles baisses d'impôts non financées. Alors écoutez, à ce propos, le rapporteur général du budget au Sénat, c'est Jean-François Husson. On a des prélèvements obligatoires très importants et on ne baisse pas notre dépense publique. C'est-à-dire que c'est une équation impossible à résoudre, sauf à un moment commencer à faire des efforts, à réduire nos dépenses publiques et à faire en sorte de rendre toutes nos dépenses, de choisir pour les rendre les plus efficaces possibles au service de la réussite de la France. Allez, une dernière info, puisqu'il y a quelque chose qu'ont noté les observateurs au Sénat. Cette séquence pourrait acter la fin d'une promesse de campagne, la baisse d'impôts sur les successions jusqu'à 150 000 euros par enfant. Cette mesure-là, eh bien, elle était financée, elle coûtait 3 milliards d'euros. Elle semble maintenant avoir été mise sous le tapis. Merci beaucoup, Quentin Calmet. Stéphanie Villers, est-ce que si on essaye de bien comprendre ce qui s'est passé, c'est la ventilation différente d'annonces de baisse d'impôts qui avaient déjà été faites? Ce ne sont pas des milliards supplémentaires, c'est ça? Comment vous l'analysez? Oui, non, je pense que la principale info, c'est de voir que les 2 milliards, c'est vraiment la somme maximum que peut allouer ce gouvernement, compte tenu en fait des dérives budgétaires qui s'expliquent, parce qu'il y a eu cette crise Covid, il y a eu cette crise énergétique qui a dû être financée. Il y a eu des mesures fiscales qui ont été prises depuis 2017, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation. Donc tout ça, en fait, bien sûr, ça a dégradé les comptes publics. Alors évidemment, quand on regarde par rapport aux Gilets jaunes, c'était 17 milliards qui avaient été accordés. On regarde 2 milliards, tout le monde est déçu. Mais la première information
dimension qu'il faut bien voir, c'est que c'est réellement, certainement, une somme maximum qui peut être allouée sans déclencher, si vous voulez, une inquiétude à la fois des étrangers, mais aussi de Bruxelles, des investisseurs. Et on en revient aux agences de notation dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on voit les premières limites. Et il faut le comprendre, en fait. Il ne doit pas y avoir un constat d'étonnement en disant 2 milliards, c'est pas assez. 2 milliards, c'est juste le maximum. Et même, ça va être compliqué à faire passer. Et on est bien d'accord, c'est pas 2 nouveaux milliards, non. C'était des baisses d'impôts qui étaient prévues. Là, on parlait des droits de succession, sauf que Emmanuel Macron demande qu'elles soient concentrées sur les classes moyennes. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a une nouvelle réorientation vis-à-vis suite à la réforme des retraites qui est mal passée. Donc, c'est essayer d'adresser des mesures qui ciblent sur les classes moyennes. Mais les classes moyennes, c'est à peu près, j'ai fait le calcul, en fonction des 1 500 € à 2 500 € mensuels, c'est 40% des salariés en France. Donc c'est quand même un nombre important de Français qui vont devoir se partager ces 2 milliards. Donc, in fine, ça ne va pas faire grand-chose. Non, simplement, moi, je mettais en miroir un petit peu tout ce qui a été accordé ou tout ce qui est accordé en termes de réduction d'impôts pour les entreprises. C'est là qu'il y a une énorme annonce pour ces 2 milliards qui, comme vous le dites, sont déjà dans les tuyaux quelque part. Simplement, ils vont être fléchés pour les classes moyennes. À côté de ça, on sait que c'est 20 milliards d'euros qui ont été retirés en termes d'impôts de production, notamment pour les sociétés industrielles. Donc, on a vraiment un choix quand même très libéral. Et là, une focale en termes de communication. Mais là, on en revient à l'attractivité dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être un des leviers de l'attractivité de l'économie française aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que là, en termes de communication, il y a beaucoup de bruit pour tout ça, en quelque sorte. La crise Covid, il y a eu cette prise en charge du chômage partiel qui a pu bénéficier à l'ensemble des salariés qui ne pouvaient pas travailler. Donc, c'est pas que les entreprises qui ont pu bénéficier des aides. Rien que la suppression de la taxe d'habitation, ça a coûté 25 milliards. C'est 25 milliards de manque à gagner. Donc, on ne peut pas véritablement dire que les entreprises ont été les grandes gagnantes des diverses mesures fiscales. Si on fait d'un point de vue comptable, si on pose tout un peu à plat. C'est 10 milliards les impôts de production. Jean Garrigue, comment vous l'analysez cette annonce? Est-ce qu'elle va dans le bon sens pour vous? Ciblée vers les classes moyennes? Politiquement, on voit bien l'intérêt, mais... Voilà, par rapport au contexte actuel, on voit l'intérêt. Ce bloc des classes moyennes, c'est un enjeu majeur, et particulièrement en ce moment. Ça l'a toujours été. Et Valéry Giscard d'Estaing en avait fait un peu son totem, 2 Français sur 3 dans les années 70, mais dans une période où cette classe moyenne était relativement homogène, elle était en pleine croissance, elle regardait positivement vers l'avenir, et donc pouvait constituer le socle d'une politique, je dirais, d'un électorat. Aujourd'hui, on a une classe moyenne qui est beaucoup plus fragmentée, émiettée, et surtout en déclassement, avec toute une partie qui est en déclassement. Et déclassement d'une classe moyenne, qu'est-ce que ça fait? En tout cas, historiquement, ça fait des transferts de voix vers les extrêmes. Et en général, historiquement, c'était l'extrême droite, ou la droite dite populiste, si vous voulez. Et là, l'enjeu, à mon sens, pour Emmanuel Macron, alors sur un plan politique, il est là. Je veux dire il faut éviter que ce transfert qui a touché alors les couches populaires massivement, le monde ouvrier, mais c'est déjà depuis des années, mais que là, en l'occurrence, une partie des couches moyennes déclassées aille vers des partis de protestation, voire, mais ça c'est ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes, vers d'autres types d'interventions publiques, enfin vers la rue, vers la violence, etc. Donc il y a un enjeu sur les politique derrière ça. C'est un enjeu, d'ailleurs, presque, ça dépasse même la politique pure. Enfin, c'est quelque chose de socio-culturel. C'est qu'il faut que ces classes moyennes-là se ressentent encore comme des classes moyennes. Parce que ce qui mobilise les classes moyennes de tout temps, c'est de ne pas se sentir déclassées. C'est la distinction qui est faite entre ces classes moyennes et les couches populaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, évidemment. Avec une question de cohérence, quand même, Mathieu Soukia. Moi, ma première réaction, quand j'ai entendu le chef de l'État dire ça, je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quoi qu'il en coûte, finalement, on ne l'a pas abandonné totalement. Enfin, vous voyez, ça fait des mois que et le chef de l'État et les ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal nous disent le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Il y a un côté assurément opportuniste, peut-être même quand même un peu cynique, puisque précisément, il s'agit d'habiller différemment, en fait, des choses dont on a déjà parlé. Donc cette dimension-là, elle paraît évidente. Je ne sais pas si ça suffira à gommer l'image qui colle quand même à Emmanuel Macron, qui est celle qu'on a
collé déjà à son à Nicolas Sarkozy de président des riches, c'est-à-dire que la politique fiscale qui a été menée depuis 6 ans, effectivement, a été tournée vers l'attractivité en fait de notre économie. Donc de ce point de vue-là, ça a marché, mais il reste quand même le président des riches ou le président des patrons étrangers qu'il recevait en grande pompe à Versailles, symbole particulier hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, cette dimension-là, elle existe. Ensuite, tout de même, sur la dimension très conjoncturelle, très présente, très actuelle du sujet, vos collègues du CEPREMAP, et en particulier Claudia Sénic, en fait, pilotent des travaux sur le lien sur l'économie du bonheur et sur le lien entre le mal-être et la prospérité économique. La dernière livraison en fait du CEPREMAP décrit bien 2 choses. Le mal-être continue de monter dans ce pays, en dépit par exemple du chômage qui recule. On sait depuis Lionel Jospin en particulier qu'il ne suffit pas de faire reculer le chômage pour faire reculer l'extrême droite. C'est plus compliqué que ça. Et donc en dépit des très bons résultats en fait sur le front du chômage, on voit bien que le mal-être continue de progresser, et avec 2 ressorts particuliers. Un ressort très conjoncturel qui est l'inflation. L'inflation, effectivement, ça pèse de façon très forte sur le moral des gens et ça alimente leur mal-être. Et une deuxième dimension beaucoup plus structurelle, la menace climatique, qui désormais, en fait, dans toutes les strates de la population, pèse sur le moral et alimente le sentiment de mal-être. Donc il est sans doute important que sur l'inflation, comme le fait déjà le gouvernement, on envoie des signaux, et en particulier aux classes moyennes, le plus vite possible, mais que aussi sur la menace climatique et la planification environnementale, qui est censée être une des priorités en fait de ce quinquennat, on avance peut-être plus vite. Ouais. Alors vous parliez de l'inflation, c'était évidemment l'un des messages portés par le président de la République hier, et ça va nous permettre d'ouvrir un chapitre sur le poids ou la crédibilité de la parole présidentielle, puisque voilà ce que dit Emmanuel Macron. Il dit je veux traquer les marges exceptionnelles des grands groupes agroalimentaires et rouvrir les discussions avec la grande distribution. On écoute. Donc oui, on va remettre un peu tout le monde autour de la table pour essayer de baisser certains prix pour accompagner nos compatriotes. Et l'objectif, c'est qu'on absorbe en quelque sorte cette inflation d'ici à l'automne pour, j'espère, revenir dans des terres plus connues et plus normales. Stéphanie Villers, de quel levier dispose l'État pour faire baisser l'inflation? Est-ce qu'il peut tordre le bras ce sont des géants mondiaux dont on parle, géants mondiaux de l'agroalimentaire? Oui, là il tente le name and shame, parce que en fait les négociations sur les prix alimentaires ont eu lieu le 1er mars. Donc les entreprises productrices ont pu négocier des hausses de prix. Et c'est compliqué après, normalement les négociations sont annuelles, de revenir voir les producteurs en disant non, il faut renégocier à la baisse. Alors, eux, ils restent droit dans leur botte en disant mais c'est annuel les négociations. Donc en fait, il y a un peu un jeu un rapport de force un peu biaisé, fallacieux, parce que bien sûr, eux, on voit bien que les prix des matières premières, notamment agricoles, sont en train de baisser. Donc normalement, en fait, on devrait petit à petit voir un tassement de l'emballement des prix qu'on avait connu. Il y a eu un peu le même discours sur l'énergie, notamment. Voilà, la même critique sur des marges qui restent exceptionnelles ou surdimensionnées par rapport à la réalité du marché. Voilà, mais il va y avoir un retour à l'équilibre. Elle a raison, de toute manière, le marché, c'est quand même un rapport d'offres et de demande, sauf qu'il y aura un décalage dans le temps, forcément. Et je pense que le gouvernement, la seule option qu'il peut mettre sur la table, c'est la pression en disant revenez renégocier. Les distributeurs sont d'accord pour essayer. Il peut le mettre en scène, ça, le président de la République? Ah oui, le retour d'une sorte de ronde de négociation entre les géants de l'agroalimentaire et la grande distribution. Là, c'est en train d'être mis en place. C'était la semaine dernière, ça a commencé jeudi, en fait, pour essayer de trouver un point d'entente en motivant les producteurs pour qu'ils arrivent à baisser leur prix plus tôt. Mais il faut quand même donner leurs arguments des producteurs. Ils se disent, oui, mais OK, là, les prix des matières premières sont en train de diminuer. Mais est-ce que ça va être pérenne? Est-ce que ça va être durable? Eux, c'est le même. Ils ont cette problématique-là. Bien sûr. Jean Garrigue, sur la question de la crédibilité de la parole d'Emmanuel Macron, il nous a donné une borne, c'est les 100 jours. Donc on va tous, à ce moment-là, reprendre ce qu'il avait annoncé et évaluer puis alors comme il y a eu d'autres annonces et d'autres promesses depuis, évaluer sa capacité à tenir sa parole. J'avoue que j'avais pas très bien compris, puisque je répète, les 100 jours, c'est quelque chose qui faisait référence à une situation qui était celle de Franklin Roosevelt, où il avait une majorité, où il était capable de véritablement changer les choses, où il avait la confiance de son peuple, ce qui est un peu l'inverse de la situation d'Emmanuel Macron. Donc on est en situation... Moi, ce qui me frappe dans cette situation, je prends un peu de recul si vous voulez, mais c'est à quel point ce monarque républicain qui s'est construit sur le volontarisme, et à
qui on fait tout remonter, en fait, finalement... Mais ça, c'est un peu tous les présidents de la République. Mais tout à fait. C'est la Ve République qui veut ça. À quel point on s'aperçoit que, finalement, ces marges de manœuvre sont extrêmement réduites, non seulement par rapport à la confiance ou l'absence de confiance des corps intermédiaires ou des Français, mais par rapport aux contraintes. On l'a vu tout à l'heure à propos de ces 2 milliards qui ne représentent pas grand-chose parce qu'il y a des contraintes européennes. On le voit par rapport à ces grands groupes qu'il est très difficile de faire fléchir. Donc, vous voyez, oui, mais enfin, il ferait rien et il baisserait les bras, on lui reprocherait aussi. Ah non, mais tout à fait. Mais je veux dire que ce qui est frappant, c'est que nous avons une image d'un président omnipotent, enfin le président sous la République, et qu'en réalité, on voit bien qu'il dispose finalement d'assez peu de marge de manœuvre. Oui. À une nuance près, si je peux rebondir sur ce que à une nuance près, vous en parliez tout à l'heure, avec le Covid, on a redécouvert les vertus en fait de l'économie administrée. En tout cas, on a cru pendant un certain nombre de mois on a même vu, on a constaté que le pouvoir politique pouvait reprendre la main sur le pouvoir économique. Oui, mais en période de crise, même au niveau européen, justifié par la crise de l'Europe qui était financée par la BCE. Je ne dis pas le contraire. Ouais. Je note toutefois que tout ce qu'on s'était raconté sur les questions d'équilibre des comptes publics, de dette, etc., en quelques jours, on a tout brûlé. On a brûlé tous les sièges, etc., sur la monnaie et sur le reste. On a brûlé la règle des 3% au niveau européen, etc. Et puis, objectivement, avec la question énergétique derrière, on a continué un peu sur le même train. Mais d'ailleurs, on l'a dit ensemble, Mathieu, on disait que c'était une drogue dure, cet argent public qui déferlait sur la société française. En tout état de cause, il y a 10 ans, à la présidentielle de 2012, l'endettement public était la première préoccupation des Français à égalité avec le chômage. 20 ans après, je crois qu'elle est reléguée à la 17e ou à la 18e place. L'endettement public n'est plus du tout un sujet. Donc c'est vrai que si vous justifiez par exemple votre réforme des retraites avec la question de l'équilibre des comptes publics, vous êtes sûr dans l'opinion de ne pas faire recette. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas l'argument qui a été porté en premier, alors que c'était peut-être le meilleur argument. Un mot là-dessus quand même. Oui, mais en fait, on voit qu'il y a quand même une incompréhension des mécanismes économiques qui effectivement reposent sur la confiance. C'est-à-dire que si la BCE, qui est notre organe, qui nous permet en fait d'avoir des liquidités et d'accord pour financer avec un plan en disant je vous finance pendant toute cette période Covid, mais après en fait on va tous collectivement les 19 pays de la zone euro aller vers plus de rigueur parce qu'on peut pas faire marcher comme ça la planche à billets parce qu'autrement la monnaie, l'euro vaudrait plus rien. Si l'Argentine a essayé de faire ça, plein de pays sous-développés ou en voie de développement, ça s'est toujours mal fini. Donc en fait il faut maintenant en fait réduire la voilure forcément parce que en fait on vit à crédit. En fait ce sont les investisseurs internationaux qui croient en notre monnaie et qui veulent bien nous prêter de l'argent. Le jour où en fait on voit qu'on ne rembourse pas nos dettes, ça va poser un immense problème. Et alors, ça on l'explique pas assez. Et alors justement on va se tourner vers un pays qui est censé avoir une rigueur budgétaire, on va dire, supérieure ou stricte, puisque vous êtes intéressé, Émilie, à une sorte de modèle économique pour Emmanuel Macron. Ben oui, parce que modèle politique, si on regarde économique et politique, si on regarde ce que nous propose actuellement notre président, réforme des retraites, lutte contre le chômage, on en a parlé, amélioration de la compétitivité et de l'attractivité de la France, le lien, il est vite fait, c'est du Schröder tout craché. Alors, pour ceux qui... a prononcé du Schröder tout craché. Tout craché. Alors pour ceux qui ne se seraient pas intéressés à l'histoire politique récente de l'Allemagne, Gerhard Schröder, c'est l'ancien chancelier social-démocrate qui était donc chancelier entre 1998 et 2005. Et alors l'Allemagne vivait à l'époque une situation assez catastrophique. On l'appelait l'enfant malade de l'Europe. C'était surtout lié à la réunification avec l'Allemagne de l'Est. Et le chancelier a décidé de lancer l'agenda 2010. Donc c'était un train de réforme très très radical sur le marché du travail, le financement des retraites, les dépenses publiques, un train de réforme qu'il a assumé, qu'il a réussi à imposer à son pays, mais au détriment de sa popularité. En gros, à l'issue de cette séquence, il ne sera pas réélu, mais ce n'était pas son point important. L'essentiel pour lui, c'était de penser à agir pour son pays, de transformer son pays, et c'est là que j'ai vu quelques ressemblances avec Emmanuel Macron, même s'il ne peut pas être réélu président. Oui, effectivement. Donc en quoi il s'inspire, notre président, du style Schröder? Alors, si on fait un petit retour en arrière, on avait, durant la crise des Gilets jaunes, et on en parlait tout à l'heure, un Emmanuel Macron qui avait plutôt cherché à se faire aimer en
satisfaisant les demandes. Il avait arrêté la hausse de la taxe carburant qui avait été le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes et il avait offert 17 milliards d'euros en termes de pouvoir d'achat. Cette fois-ci, dans le cadre de la réforme des retraites, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est une option différente, beaucoup plus schrödienne. Il décide finalement de se sacrifier pour le bien de la France et il assume en quelque sorte son impopularité. Et si vous écoutez bien, la rhétorique qu'il emploie depuis quelque temps en témoigne. On a eu le 22 mars, aux 13h de TF1 et France 2, Emmanuel Macron qui nous demandait « Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir cette réforme ? Non. J'aurais voulu ne pas la faire. Ce n'est pas un luxe ni un plaisir, c'est une nécessité pour le pays. » Il en rajoutait en expliquant « Entre les sondages de court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. S'il faut endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. » Et hier, au moment du JT de 20h, il a réitéré un petit peu les mêmes propos. On l'écoute. C'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec? Est-ce que c'est bon pour ma pomme? Voilà, on n'a pas bien entendu, c'est le début de la phrase. Dans le style macronien, avec ces petits mots comme ça, un peu désuets. Mais c'est nouveau, en quelque sorte, parce que Emmanuel Macron, il assume là le fait d'être détesté par sa population, qui critique les réformes que lui juge indispensables pour le pays, pour que la France retrouve sa véritable place économique et son poids. Et il estime même qu'on le remerciera plus tard, finalement. Alors, est-ce que ça peut marcher toujours en comparant avec l'époque Schröder? Alors, c'est vrai que les réformes de Schröder avaient porté leurs fruits. Ça avait réduit énormément le taux de chômage de 12% à 4%. Ça avait amélioré la compétitivité. Ça avait fait baisser la part de l'État dans les dépenses publiques. Mais attention, parce qu'il y a eu quand même des conséquences très négatives sur la société, avec une augmentation des inégalités sociales, une augmentation aussi de la pauvreté. Alors moi, je me suis dit, et puis par rapport à ce qu'on se disait à l'instant, que si Emmanuel Macron voulait absolument, et c'est ce qui semble être, laisser une trace dans l'histoire comme l'ancien chancelier allemand l'a fait, sans trop causer de dégâts sociaux, il aurait peut-être pu s'intéresser à cette question de la démocratie qui est vraiment tellement au cœur des discussions et des polémiques en ce moment, et trouver peut-être des moyens qui permettraient aux Français d'être plus rassurés, d'avoir à nouveau confiance en leurs responsables politiques. Mais bon, c'est pas du tout le sens que ce pro-libéral a pris, ce Schröder à la française choisit plutôt un axe un petit peu plus strict. Merci beaucoup, Émilie, pour cette analyse. Et alors, justement, ce qui est intéressant, si vous parliez de la perception par l'opinion du passage en force dans le cadre de cette réforme des retraites, il y a un nouvel épisode, et c'est l'une des informations de cette journée, puisque face à la proposition de loi du groupe Lyot, je vous le rappelle, pour abroger les 64 ans, les députés des 3 groupes qui composent la majorité présidentielle, donc Renaissance, Horizon et Modem, ont décidé de brandir l'article 40 de la Constitution qui dit « Ceci, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. » Alors, c'est intéressant, Mathieu Souquier, c'est quoi, une sorte de nouveau bras de fer institutionnel là, auquel on va insister, notamment avec Éric Coquerel, le président France Insoumise, je le rappelle, de la Commission des Finances, ça va se jouer là. Et la perspective que soit de nouveau en fait escamoter le débat au Parlement. Le débat n'a pas eu lieu et désormais on le reproche au président de la République autant que d'avoir porté la réforme sur le fond, le fait qu'il y ait un recul démocratique en même temps qu'une régression sociale. Et donc évidemment, ce qui risque de se passer là précisément dans les prochaines semaines pourrait réalimenter ça. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est très bien parce que c'est un style de pouvoir qui du coup devient précisément critiqué, contesté. La réforme, c'est une chose et la réforme impopulaire, c'en est une effectivement en particulier, parce que c'est imposé l'idée désormais qu'un bon gouvernant, c'était un gouvernant courageux et donc quelqu'un qui prenait en fait des mesures impopulaires. Donc Emmanuel Macron surfe là-dessus. Juste en trait d'image, je termine sur ce point parce qu'il y a quand même cette ambivalence. Dans les traits d'image, il demeure le fait qu'Emmanuel Macron est un président compétent en matière économique. C'était d'ailleurs son ADN dès le départ, c'était quelqu'un qui était censé bien connaître le monde de l'économie et le monde des entreprises. Il l'a démontré depuis 5 ou 6 ans. Pour autant, la réforme des retraites montre que dans le même temps, c'est quelqu'un qui semble méconnaître le monde du travail, qui est du côté des chefs d'entreprise, mais qui méprise les syndicats. Et ça, pour le coup, ça crée un déséquilibre qui, en termes d'image, est forcément pénalisant et peut-être même dangereux. Jean Garrigue, ce bras de fer là, qui commence sur l'article
40, ça pourrait se jouer où? Au bureau de l'Assemblée, c'est ça? C'est une instance collégiale. Il faut peut-être expliquer comment ça marche en quelques mots. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce même bureau a validé la proposition de loi Lyotte. C'est vrai, une première fois. Yael Braun-Pivet a accepté. Donc il y aurait une contradiction si cet article était brandi. L'argument pour les membres de la majorité, pour les députés de la majorité, c'est de dire que cet article 40 va empêcher justement le vote de cette loi. Mais je pense que le bénéfice de cette suspension ou de cette absence de vote serait compensé par un déficit de notoriété encore plus fort. Je veux dire par là que ça se retournerait contre eux. Grave le reproche en passage en force. Exactement, ça ne ferait que confirmer l'impression qu'on a eue d'un passage en force. Il faut rappeler, malgré tout, parce que j'essaie quand même quelquefois de compenser un peu les choses, ce qui a abouti au non-vote de l'Assemblée au départ, c'est aussi la stratégie d'obstruction d'une partie de l'opposition, de la France Insoumise. Ça a été aussi une partie du problème. Mais là, en l'occurrence, on ne comprendrait pas, si jamais d'ailleurs ils n'utilisent pas l'article 40, mais que malgré tout ils fassent de l'obstruction, on ne comprendrait pas qu'ils recourent à ce qu'ils ont eux-mêmes reproché à l'opposition. J'entends vos arguments l'un à l'autre et je suis d'accord sur le fond. Mais alors si on reprend le texte de cet article 40, Stéphanie Villers, effectivement, il y a une question sur l'aggravation, la diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation des... Si on revient si on détricote les avec ans. Cet argument, il est recevable quand même. Absolument. C'est pour ça que ça, par exemple, en Allemagne, ça a marché. Pour revenir avec Schröder, les mesures, c'est que en Allemagne, c'est inscrit dans la Constitution en fait que l'Allemagne ne peut pas en fait se lancer dans des dérives budgétaires de manière trop imprudente. Et les Allemands là le comprennent en fait. Ça, ils adhèrent complètement en fait à ce postulat. On va pas, on va vers plus de dépenses publiques. Eh bien, il faut faire des économies. L'opinion publique est d'accord avec ça. Alors en France, en fait, on a une distorsion entre effectivement un Emmanuel Macron qui comprend bien l'économie, qui comprend bien aussi les contraintes économiques, mais qui ne sait pas en fait l'expliquer à l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux vitesses entre des contraintes en fait qui de toute manière il n'invente rien Emmanuel Macron. Il est obligé de faire face et les 2 milliards en fait c'est juste pour il montre bien en fait son impuissance au niveau dans ses marges de manœuvre. Mais pour autant il faut que les gens le comprennent. Et c'est bien ça, c'est que on n'arrive pas à imposer des contraintes et avoir des repères en économie pour l'opinion publique. Et c'est ça le plus dangereux pour moi. Jean, concernant la proposition Lyotte, il faut quand même rappeler qu'ensuite elle irait au Sénat. Et oui, ça, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, vous avez raison. Le Sénat n'en veut pas. Vous avez raison. Voilà. Est-ce qu'il faut... la probabilité que effectivement ça aboutisse à un retour à 62 ans, elle est ultra faible. Ça serait un symbole en termes de communication et je pense que cet article 40 et un petit peu cette agitation au niveau de Macron et du gouvernement, c'est la peur de voir éventuellement cette proposition de loi qui serait votée à l'Assemblée nationale. Ça serait un vote qu'il n'y a pas eu, comme vous le disiez, pour le projet de loi sur la réforme des retraites. Donc ça serait au niveau communication un symbole quand même assez fort et je pense que ça montre vraiment qu'il y a quelque part un petit peu des frayeurs sur cet aspect-là. Bien sûr. Pour une réforme phare, c'est compliqué de passer après. C'est ça, ce serait une défaite politique, même si ça ne remettrait pas forcément en cause l'avenir de la réforme. En fait, c'est ce qu'on peut se dire. Ce serait un symbole et les syndicats comptent aussi... Vous êtes moins affirmatif que moi. C'est-à-dire que oui, quand même, en fait, le passage en force, là, ça a déjà été très mal vécu et vécu comme un passage en force, alors que le Parlement n'a pas voté. Dès lors que le Parlement vote et que le Parlement vote contre, c'est quand même très compliqué de dire je m'assois sur le vote du Parlement. Allez, tout dernier mot. La représentation nationale. Et donc, on se trouverait en conflit entre les deux assemblées, entre les majorités des deux assemblées. Et qu'il se pourrait très bien que le Sénat fasse durer le vote jusqu'à ce que la loi ne soit pas votée. Enfin, que la loi Lyotte... La proposition Lyotte. On voit bien en tout cas que la séquence retraite n'a pas été refermée par le Conseil constitutionnel, la validation du Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce qui est plus grave pour les macronistes ? C'est de
passer en force à nouveau ou de se laisser mettre en minorité à l'Assemblée. Moi, je sais pas. Je pense qu'à long terme, a été fait, mais pour moi, à long terme, le plus grave, c'est de passer en force. Ouais, allez, à suivre dans les prochains jours et ça donnera beaucoup d'intérêt aussi à cette première semaine du mois de juin qu'on suivra comme les autres ici dans ce Sens Public. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean Garrigue, je rappelle le titre de votre livre, Élysée contre Matignon, le couple infernal, qui est publié aux éditions Talendier. À bientôt sur Public Sénat.